Salut. Oui, la qualité d'enregistrement lors de cette petite introduction est clairement différente. Cause, j'enregistre ce passage à 3 heures du matin. Un certain mot de la vidéo sera censuré plusieurs fois et je peux comprendre que ça vous ennuie et que ça perturbe votre visionnage. C'est tout à fait normal. Cependant, je tiens à vous préciser qu'en 2023, la chaîne a écopé de 2 strikes qui m'ont valu de la suppression de toutes mes vidéos par pure sécurité et que déjà la chaîne ne s'est jamais remis de ça depuis. Mais bref. Depuis lors, j'essaie de faire le plus attention possible aux moindres détails pour m'éviter toute forme d'ennui. Encore une fois, pardonnez-moi pour ce désagrément, passez quand même une bonne vidéo. Au début, je comptais faire cette vidéo, enfin son script, avec une idée très simple. Vous parler de Hell's Paradise et de ma lecture. Le manga est rempli de qualités en tout genre, et de toute manière, on va en parler un petit peu avant d'entrer dans ce que je pense être le vrai sujet de la vidéo. C'est parti, on va s'intéresser à Hell's Paradise. Hell's Paradise fait 13 tomes, c'est une série moyenne voire courte quand on sait que l'éditeur c'est la Shueisha, et que la Shueisha, quand une série rencontre un succès, on aime bien la faire durer un petit peu histoire qu'elle soit rentable. On aime bien traire la vache quoi. Pourquoi je vous précise que c'est un manga édité par la Shueisha? Et il y a une raison on ne peut plus simple. Le manga est un peu particulier. Le manga est particulier même. Vous savez, quand on parle des mangas qui sont publiés par cette maison d'édition, on sait auxquels s'attendre, on connaît les titres. Du One Piece, du Naruto, du Dragon Ball, Black Clover, Sakamoto Days. Je vais pas vous faire toute la liste, j'en ai déjà à peu près marre. Toujours est-il, vous avez d'idées. Avec cette maison d'édition, on sait à quoi s'attendre. On aura souvent les mêmes valeurs qui seront prônées, les mêmes schémas narratifs. Un héros, ses amis, leurs aventures, etc. Là, on est sur quelque chose de concrètement différent. Certains attribuent Hell's Paradise à cette fameuse idée du Dark Trio, qui ne fait absolument aucun sens, je me répète, mais honnêtement, Hell's Paradise est un cas encore à part de Chainsaw Man ou Jujutsu Kaisen. La raison est simple, c'est les inspirations même de Hell's Paradise. La culture japonaise, on a l'habitude de beaucoup la lier au bouddhisme, mais ça va pas être la principale inspiration de Hell's Paradise. Hell's Paradise va surtout, ou en tout cas énormément, s'intéresser au taoïsme. On le retrouve dans le manga vis-à-vis du traitement qu'il y a autour de la nature, autour des monstres qu'on peut y retrouver, autour de la médecine, des connaissances et des sciences en général. Qin Shi Huang et la médecine chinoise antique ont une grande importance dans le récit. Je vais vous épargner mon cours d'histoire chinoise de nerd, mais basiquement, dans l'histoire, Qin Shi Huang a fait disparaître de nombreux écrits confucéens. Dans l'histoire avec un grand H, pas dans le manga. Faut savoir qu'il y a 3 grandes écoles de pensée en Chine. L'école taoïste, la confucéenne et l'école bouddhique. Du coup, ça explique les racines et les références exclusivement bouddhiques et taoïstes dans le manga. C'est pour ça que la croyance confucéenne est absente. Et là, on arrive sur le moment où je dois vous expliquer un petit peu ce que c'est que le taoïsme, parce que c'est pas le concept le plus simple pour quelqu'un qui est tout à fait profane. Je ne suis absolument pas expert de ces connaissances, c'est pas quelque chose que j'ai travaillé ou que j'ai étudié pendant des années, donc si quelqu'un s'y connaît mieux que moi, et il y a sans doute beaucoup de gens qui s'y connaissent mieux que moi, que cette personne n'hésite pas à me corriger en commentaire. S'il vous plaît. C'est plutôt compliqué. Le taoïsme, ça a des millénaires d'histoire tellement c'est quelque chose de large. Ça se contredit en boucle, certains auteurs ne sont même pas au courant d'être des auteurs dits taoïstes. Donc pour simplifier la chose le plus possible, le taoïsme est quelque chose de populaire, dans le sens où ça touche beaucoup de monde. C'est une croyance s'intéressant principalement au rapport de l'homme et du monde qui l'entoure, sa place dans la nature. La majeure partie des mythes chinois sont d'inspiration taoïste. C'est un courant de pensée et de croyances qui aiment et qui craignent la nature tout autant. Donc beaucoup d'images fortes y sont associées. Les monstres, les ermites, les forêts maudites, les monstres marins en tout genre, c'est vraiment très omniprésent dans le taoïsme. Dans les croyances confucéennes et dans les thèses confucéennes, on s'intéresse plus à l'humain en tant que tel. Là, c'est plus un tout. On s'intéresse plus au tout, à tout ce qu'il y a autour de l'humain. Cette légère introduction va donc mener à un point qui est central dans le taoïsme et qui donc naturellement est central dans Hell's Paradise, la fameuse représentation que vous connaissez tous, le yin et le yang. Je vous la fais courte, c'est comme ça qu'on représente la dualité. Dans le folklore, on oppose plutôt le yin en noir à la féminité et le yang en blanc à la masculinité. Je ne vous fais pas une explication compliquée de la chose, vous comprendrez assez naturellement que tout principe qui s'oppose et se complémente peut être représenté par ce symbole. Vous avez donc ce cadre et cette fameuse image avec d'un côté le noir qui a une partie blanche et le blanc qui a une partie noire. Et c'est surtout là-dessus qu'on va s'intéresser avec Hell's Paradise. C'est surtout sur ce point-là. Le pouvoir le plus important du manga, le Tao, de son nom taoïsme, étonnant, est directement lié à ça. D'où l'importance du paradoxe. Le Tao, c'est faible et fort. Bah oui, parce que le Tao, c'est cette dualité, c'est tout en même temps. Et une des solutions des antagonistes du manga pour avoir un Tao particulièrement puissant, c'est d'être un homme et une femme en même temps. Pour l'humanité, c'est clairement ce qu'on considère comme un tabou, mais d'un point de vue psychique, c'est une image très forte. Les personnages incarnent tout en même temps, le féminin, le masculin. Chacun a ses préférences en la matière tout de même, mais vous saisissez un petit peu l'idée. Maintenant, pour faire circuler ce Tao et le faire fonctionner, comment on fait? C'est une bonne question.
Comme toute énergie dans un manga, il faut bien la recharger, donc on médite, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une solution. Si on part du principe que yin-yang, homme-femme, il faut une connexion. Je vais pas vous faire un dessin, vous avez très bien compris. Le manga va énormément s'intéresser à la ça va être une partie vraiment intégrante de l'œuvre. Et donc, on a un manga du Jump qui, sans concession, va parler de ces sujets qui sont pas forcément très bien vus au Japon, parce que c'est un pays qui est très prude vis-à-vis de ces questions-là. En tout cas, ils aiment pas en parler ouvertement. Mais en plus de ça, bah oui, il y aura des scènes liées à ce sujet. Et l'auteur sait très bien montrer ce sujet, il sait très bien montrer les corps d'une manière sensuelle comme très macabre. Je suis pas là pour vous faire un cours d'histoire de l'art, mais le même acte, il peut l'embellir, y mettre sa patte d'artiste, le dépeindre sous un œil terrifiant et violent, ou le montrer comme un utilitaire total, une reproduction pure et dure. Du point de vue de nos cultures à nous, parce que voilà, je vais pas vous faire un dessin, vous le savez, on a plutôt été bercés par des religions monothéistes, une sexualité débridée, c'est exceptionnellement mal vu. Voilà, on est tous au courant. En tout cas, c'est des valeurs que, ben, on essaie de... voilà, non, merci. Voilà, on essaie de les virer, quoi. Et pourtant, quand on regarde dans le manga, ben, on voit qu'il y a plein de manières de le représenter. C'est très dur à définir parce que c'est très pluriel. C'est artistique, en même temps profondément naturaliste, ça rentre dans une définition et une description très franche de la chose sans taper dans le lubrique ou le pervers. On va plus faire en sorte de glorifier, de montrer la beauté des corps que montrer le fantasme qu'est l'acte je sais pas si c'est très intelligible pour vous, mais vous voyez à peu près l'idée, en tout cas j'espère. L'auteur préfère très clairement dépeindre la réalité des choses, comment les personnages conceptualisent et imaginent le tout, comment ils vivent leur vie ça rend le tout bien plus humain. Et oui, je censure et je ne monte pas tout pour, parce que j'ai pas envie de me prendre un strike. Voilà, et ça va me servir pour ma transition. Parce que l'anime a fait le choix de censurer les poitrines des personnages. Et je vous vois arriver comme des génies me dire « Ah ah, on critique la censure, mais on fait pareil ». Bah oui, je le fais, mais ça n'empêche que je ne suis pas d'accord avec ces règles. Il y a d'autres moyens de contester une règle que simplement la transgresser. Vous savez, on peut très bien la respecter, mais être très critique vis-à-vis de cette dernière. Là, on se situe là-dessus. Là, on arrive au point de la vidéo où on va parler plus particulièrement d'un sujet en particulier. Pourquoi un simple téton dans le monde du manga et en général, ça choque tout le monde? Qu'est-ce qu'il y a de tabou? Pourquoi une poitrine, ça peut traumatiser l'humanité? Techniquement, il n'y a rien de plus naturel que ça. Préparez-vous, hein, tout le passage de la vidéo là, il va être assez décousu parce que je savais pas vraiment comment l'organiser. Déjà, sachez que Jody sur Twitter, dans sa grande gentillesse en tant que fan du manga, a accepté de revérifier le script. Parce que parler de la censure des corps féminins et de comment ils sont perçus quand on est un homme... Salut, je suis Alfred Louis, je suis un cardiologue agréé, et je viens vous avertir que vous êtes complètement nul quand il s'agit de faire de la menuiserie. Vous avez saisi l'image, c'est pas moi qui vais en parler correctement. Donc, j'ai préféré demander à une personne concernée. Déjà, j'aimerais recentrer quelque chose. Dans les mangas, un cercle, c'est bien. Un cercle avec un autre cercle et un point au centre, c'est la fin du monde. Et ce, que vous soyez un homme ou une femme. Moins les hommes, mais sérieusement, cette partie du corps fait peur. Mais là, je vais vous parler de la raison qui fait qu'on a mystifié cette partie du corps, qui fait qu'on la cache autant que ça, que c'est même devenu un tabou avec le temps. La raison, c'est à cause de l'image qu'on s'en fait à un niveau culturel. Et pour vous parler de ça, je vais encore vous présenter mon ami de toujours, Roland Barthes. Ça vous avait manqué. La mort de l'auteur, vous avez vu la vidéo sur Lecteur Omniscient, vous connaissez. Mais Roland Barthes, il a surtout écrit mythologie. Et souvenez-vous d'une phrase très importante, le mythe est un système de communication, c'est un message. Pour vous la faire simple, un mythe, c'est pas Zeus qui envoie de la foudre. Pas seulement. Un mythe, c'est toute une construction, toute une idée qu'on se fait d'un objet, d'un concept. Un mythe se crée, se transforme et évolue au rythme du temps. On a tous une idée fantasmée des hôpitaux à cause des séries qui se passent dans des hôpitaux, par exemple. Et ben ça, c'est le mythe de l'hôpital, en tout cas le mythe de notre culture à nous. Normalement, vous avez saisi l'idée de base. Un mythe, ça déforme notre vision du monde. Et notre société actuelle sait très bien s'en servir, surtout au niveau marketing. On est devenu ce qu'on consomme, on associe des gens à des objets. On ne juge non pas les personnes pour leur qualité, on les juge pour ce qu'elles possèdent. Mais où sont les femmes là-dedans? Vous avez forcément entendu parler du concept de femme-objet. Donc ça rentre parfaitement dans la définition. Si on voit la poitrine d'un si mauvais œil, c'est car dans notre société, on ne voit pas un sein comme un organe ou un appendice. On a été élevé, construit de manière à voir ça comme un outil sexuel, un fantasme. Normalement, c'est un organe fonctionnel qui sert à allaiter, point barre. Mais avec le temps, l'image s'est modifiée, le mythe s'est créé. Une poitrine, c'est naturel, et pourtant, ça suscite beaucoup de réactions. On pourrait penser que c'est parce que c'est une zone sensible du corps, une zone érogène, mais les lèvres aussi. Et personne ne se promène dans la rue en cachant ses lèvres. La raison est bien plus simple. Cacher, ça stimule plus que montrer. Je peux vous prouver ce que je dis assez facilement, hein. J'ai dû censurer les images. Vous avez bien plus envie de voir les images non censurées que si je vous avais montré les images de base sans censure.
Ah oui, parce que ça pique votre curiosité, c'est normal. Déjà petit, quand je voyais un anime, je me faisais la réflexion, c'est marrant, quand les vêtements des personnages féminins sont déchirés, on ne voit jamais la poitrine. Le souci, c'est qu'en faisant ça, on contribue à mystifier cette dernière, à la rendre quasi sacrée. Au final, la vraie signification, ce n'est pas de montrer un téton, c'est de vouloir le cacher à tout prix. Dans Hell's Paradise, durant de nombreuses scènes de combat, les personnages féminins se battent torse nu. Comme les personnages masculins d'ailleurs. Il y en a même certains qui ont des blessures à la poitrine. Et désolé de le dire, mais à mes yeux, c'est nettement moins de faire ça que de nous faire un énième personnage féminin avec des proportions totalement irréelles, insensées, là pour exciter un gamin de 14 ans. Ce qui est très glauque comme phrase d'ailleurs. Si on dénaturalise et sacralise une partie du corps, si on la visionne comme un objet de désir, bah on l'objectifie et on l'idéalise. C'est pas plus dur que ça. Et c'est via ce procédé que la vision des choses change. Je ne vous dis absolument pas ça au hasard, il suffit de regarder l'histoire. Les statues grecques qui sont nues, les sports se faisaient nus, on ne sait pas ça. On le voit comme de l'art, de l'histoire. On déconnecte cette vision de la chose. Donc c'est bien nos concepts et l'image qu'on se fait des choses qui importent, et non pas les choses telles qu'elles sont. Les définitions et les mythes changent en fonction des époques. Retourner au Moyen-Âge et montrer une paire de genoux, il y en a, ils vont devenir fous. Hein. Tantôt, si on voit un téton sur un personnage masculin, on s'en fiche relativement. Mais si on voit celui d'un personnage féminin, ça va tout de suite nous interpeller. Et c'est pas étonnant, il suffit un petit peu de s'intéresser au traitement et à l'image qu'on a des femmes. L'image qu'on en a et surtout l'image que le monde nous transmet d'elles. Sérieusement, les pubs sexualisantes et sexistes, c'est pas ça qui manque. Le monde est fait par des hommes pour des hommes, c'est donc bien plus vendeur de montrer la femme comme un objet de désir, un objectif pour l'homme. Un trophée qu'on peut avoir en fonction de ce qu'on consomme et de ce qu'on possède. En tout cas bien plus que les montrer comme de réels êtres vivants ayant leurs propres capacités. L'avantage avec la figure du yin et du yang, c'est que c'est une représentation qui marque nos différences, sans pour autant nous hiérarchiser. Une image qui est relativement neutre, et je pense bien plus représentatrice de la réalité. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.